l'azote, c'est un composé important, hein, c'est un composé essentiel puisqu'il va apparaître dans certains composés comme les acides aminés qui sont les éléments de base des protéines, et également ils apparaissent sur les bases nucléiques qui sont les éléments de base, si je puis dire, des acides nucléiques que sont l'ADN et l'ARN. Donc vous voyez l'importance de ce composé qui est l'azote. Alors ce composé qui est l'azote, il provient d'où? Eh bien, il provient de l'azote atmosphérique. L'azote atmosphérique, ça représente environ 78% de l'air que nous inspirons, que nous respirons. Et cet azote, il ne peut pas être utilisé tel quel. Il faut qu'il soit fixé. Et pour cela, il existe des bactéries et des cyanobactéries qui permettent de fixer l'azote sous forme d'ammoniac. Et cet azote qui est fixé sous forme d'ammoniac, il va pouvoir être utilisé, assimilé par les végétaux grâce à leurs racines et à leurs feuilles. Et cet azote qui est assimilé par les végétaux, eh bien, il sera à son tour possiblement assimilé par les animaux qui pourront manger et se nourrir à base de ces aliments végétaux. Alors, autre façon d'assimiler cet azote, qui est sous forme déjà ammoniacale, hein, qui a été fixé à partir de cet azote gazeux, eh bien, ce sont les réactions de nitrification qui permettent de former des nitrites et des nitrates. Et nitrates et nitrites, on peut aussi les fabriquer sur le plan par des réactions, via des réactions chimiques. Mais ce n'est pas la façon la plus importante, et ça coûte en plus de ça très cher en énergie. Pour fabriquer ces nitrates et nitrites, ça se produit par des réactions de nitrification à partir de cet ammoniac qui a été fixé à partir de l'azote gazeux. Ces nitrates nitrites, ils sont également utilisables par les végétaux, hein, grâce à leurs feuilles et à leurs racines, pour former donc des acides aminés, fabriquer des acides aminés et des protéines qui vont être assimilables par les animaux, par l'espèce animale. Et nitrates et nitrites vont pouvoir revenir à l'état d'azote gazeux grâce à des réactions de dénitrification. Et c'est la seule façon pour nous, finalement, de vivre, puisque l'azote est essentiel, c'est d'avoir à notre disposition ces bactéries, ces cyanobactéries, qui permettent de fixer cette molécule d'azote que l'on retrouve dans l'atmosphère. Alors, comme je vous l'ai dit, cet azote, on le retrouve, et c'est mon sujet, c'est ce qui va nous intéresser pendant ces trois séances. Eh bien, cet azote, on va le retrouver sur la molécule que vous connaissez déjà, puisqu'on a déjà vu ça l'an dernier, qui est la molécule d'acide aminé. Vous vous souvenez que l'acide aminé, c'est composé d'un carbone alpha sur lequel se trouve une fonction acide qui est une fonction carboxyle et une fonction basique qui est une fonction aminée. Et sur ce même carbone alpha, on trouve évidemment un hydrogène et on trouve une chaîne latérale R qui va permettre de faire la différence entre une vingtaine d'acides aminés qui seront des acides aminés qui vont apparaître dans la synthèse des protéines. On va les appeler les acides aminés protéiques. Et vous allez voir qu'on va voir apparaître d'autres acides aminés qui vont être des intermédiaires dans les voies métaboliques qui font intervenir ces acides aminés sans pour autant être des acides aminés protéiques. Alors, le plan que je vais suivre, c'est le suivant, hein. D'abord, on va voir des généralités sur les acides aminés, avec l'origine des acides aminés, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils deviennent, ce que deviennent les atomes de carbone, ce que devient l'azote. Et on verra le cycle. Pour cela, on verra l'élimination de l'azote dans l'organisme, avec deux possibilités pour cela, le cycle de l'urée et l'ammoniogénèse. On verra des anomalies sur cette voie métabolique qui est le cycle de l'urée. Et dans une dernière partie, si on a le temps, sinon je ferai ça demain, on verra comment sont transportés dans l'organisme ces acides aminés et on verra des déficits au niveau de du transport de ces acides aminés. Demain, normalement, on devrait voir le métabolisme de certains acides aminés. J'ai choisi deux grands groupes, les acides aminés ramifiés, et on verra comme exemple une maladie importante qui est la leucinose, et j'ai choisi également les acides aminés aromatiques, avec une maladie dont on parlera également demain, qui est la phénicillylaine,
phénylcétonurie, on parlera de neurotransmetteurs et une autre maladie que l'on trouve, une autre anomalie que l'on trouve sur cette voie métabolique des acides aminés aromatiques, qui est l'alkaptonurie. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi l'alkaptonurie, parce que historiquement parlant, c'était la première qui avait été découverte. Ensuite, dernière partie, eh bien, ce sont tous les cofacteurs de ces voies métaboliques qui font intervenir ces acides aminés, et on verra un certain nombre de vitamines. Alors tout d'abord, je vous ai dit, on va parler de généralité. Alors ces acides aminés, vous voyez ici, vous avez un schéma qui vous montre que ces acides aminés sont au centre finalement de plusieurs flèches, hein, avec leur apport qui provient principalement de l'alimentation. Il y a une synthèse de novo qui peut se faire pour certains acides aminés, mais pas tous. Vous verrez, on va définir des acides aminés essentiels et non essentiels. Et ces acides aminés, eh bien, comme je vous l'ai dit, hein, ils participent à la synthèse des protéines endogènes, mais en permanence, vous avez à la fois une synthèse et une protéolyse qui a lieu en fonction de la situation jeûne ou état nourri dans laquelle vous vous trouvez. Alors pour un homme d'environ 70 kg, hein, le pool d'acides aminés libres représente environ 70 grammes. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein, sous cette forme d'acides aminés libres. Très rapidement, en situation nourrie, eh bien, on va avoir une synthèse de protéines endogènes, et en situation de jeûne, on aura au contraire une protéolyse de ces protéines endogènes. Lorsque ces acides aminés subissent cette protéolyse en situation de jeûne, eh bien, et lorsqu'on a donc une dégradation de ces protéines endogènes, eh bien, ces acides aminés vont rentrer dans une voie qui va être une voie irréversible, qu'on va appeler la dégradation irréversible. Et cette dégradation irréversible va nécessiter la séparation de l'atome d'azote du squelette carboné. L'atome d'azote, il va rentrer dans une voie métabolique qui va être la formation d'une molécule qui est la molécule d'urée, qui est une molécule qui est non toxique. On va revoir ça, c'est juste des informations générales que je vous donne. Et les squelettes carbonés, lui, va rentrer dans une voie oxydative en formant un acide alpha-cétonique qui va finalement permettre la fabrication, la synthèse d'énergie sous forme d'ATP. Et une petite partie de ces acides aminés, eh bien, vont permettre la synthèse d'autres molécules, comme je vous ai mis ici, et c'est ce qu'on verra demain, la synthèse de neurotransmetteurs ou d'hormones ou autres molécules. Alors, tout d'abord, d'où proviennent ces acides aminés? Principalement, je vous l'ai dit, ce sont des apports exogènes et principalement, c'est l'alimentation. Hein, et ces protéines sont digérées, sont ingérées tout d'abord, puis ensuite sont digérées tout d'abord au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac où il existe une enzyme, hein, je ne l'ai pas noté sur cette diapo, mais des enzymes qui sont suffisamment costauds pour supporter l'acidité très importante de l'estomac. Et c'est en particulier cette enzyme, c'est la pepsine, donc qui permet de digérer les protéines d'origine alimentaire. Et puis au niveau du duodénum, il existe d'autres enzymes qui sont des exopeptidases, comme la trypsine, dont vous avez déjà entendu parler. On en a parlé l'an dernier, la trypsine, la chymotrypsine, et puis des exopeptidases, des carboxypeptidases, des exopeptidases, qui permettent de couper la liaison peptidique en petites molécules qui sont soit des acides aminés libres, soit des di ou des tripeptides. Et ces di et ces tripeptides vont pouvoir être absorbés au niveau duodénal. Ensuite, je vous ai parlé de la notion d'acide aminé indispensable, notion d'acide aminé non indispensable. Certains acides aminés doivent être obligatoirement apportés par l'alimentation. L'organisme n'est pas capable de les synthétiser. D'autres acides aminés, au contraire, vont pouvoir être synthétisés à l'intérieur de l'organisme. On verra quels acides aminés. Et donc, l'alimentation, enfin les protéines d'origine alimentaire, eh bien, vont permettre la synthèse des protéines endogènes. Il y a deux maladies qui sont dues à un déficit en apport exogène de protéines. Eh bien, il y a d'abord ce qu'on appelle le kwashiorkor. Le kwashiorkor, c'est une carence pure en protéines protéiques. Ce ne sont pas des enfants, ces enfants-là, ce ne sont pas des enfants qui n'ont pas suffisamment à manger, on leur donne à manger, si ce n'est qu'au moment du passage de l'alimentation, du sevrage de l'alimentation maternelle à l'alimentation exogène, si je puis dire, eh bien à ce moment-là, la plupart du temps, on est dans des pays pauvres et ils sont nourris surtout de ce qu'on trouve, hein, des fruits, des bananes, ce genre de choses. Et donc ils ont pas un apport
calorique, si je puis dire, mais ils ont vraiment un apport en protéines et ça donne ce type de maladie. Et puis vous avez le marasme. Alors le marasme, c'est plus simple à comprendre, ils n'ont rien à manger. Donc s'ils n'ont rien à manger, ils ont à la fois une carence en apport protéique et une carence en calories. D'accord ? Alors, les apports endogènes maintenant, les apports endogènes, c'est donc une synthèse qui peut se faire à partir d'autres molécules que vous retrouvez dans votre organisme, première chose, ou bien c'est une protéolyse des protéines endogènes. Et cette protéolyse des protéines endogènes, elle a lieu dans quelle situation? Eh bien, elle a lieu lorsque vous êtes en situation de jeûne. Il n'y a aucun apport exogène, donc on va se servir de ces protéines endogènes. Hein. La majorité de ces protéines endogènes, vous allez les retrouver dans le muscle squelettique. Et puis, dans des situations de catabolisme, qui sont les situations pathologiques, telles que la fièvre, des infections, un stress, une chirurgie, qui va conduire finalement à une protéolyse des protéines endogènes. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que c'est le muscle squelettique qui est la principale source des acides aminés dans ce cas de figure, lorsqu'il y a protéolyse des protéines endogènes. Et il y a deux mécanismes, et ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais vous avez dû déjà en entendre parler probablement en biocell l'an dernier. Deux mécanismes principaux de protéolyse, c'est la dégradation lysosomale, et puis c'est le système ubiquitine-protéasome. Alors, la synthèse maintenant d'acides aminés endogènes, cette synthèse d'acides aminés endogènes, donc ce sont les acides aminés qui sont indispensables pour l'organisme et que l'organisme est incapable de synthétiser. Et c'est ce qu'on va appeler les acides aminés essentiels ou indispensables. Vous verrez les deux termes employés. Et donc ces acides aminés-là, ils sont obligatoirement apportés par l'alimentation. Il faut les faire venir, il faut les donner pour qu'il n'y ait pas un manque de ces acides aminés-là dans l'organisme. Sinon, il n'y a pas de synthèse possible de protéines. Et puis, il y a les acides aminés qui sont dits non indispensables, que l'organisme est capable de synthétiser. Et dans ce cas de figure, c'est le squelette carboné qui apporte en règle générale les atomes de carbone, ou bien d'autres acides aminés. Le squelette carboné qui provient du glucose, les carbones de cette molécule d'acide aminé proviennent en règle générale du glucose, et puis peut aussi provenir d'autres acides aminés. Et l'azote, lui, provient obligatoirement d'autres acides aminés. Et on verra quels sont les acides aminés pour lesquels le squelette carboné provient du glucose et d'autres pour lesquels le squelette carboné provient d'autres acides aminés. Je vais vous donner quelques exemples en vous disant vous devez retenir ou reconnaître seulement ceux pour lesquels je vais m'étendre plus longuement demain, et en particulier ce sera les acides aminés ramifiés. Vous allez voir très rapidement, ils sont essentiels et obligatoirement apportés par l'alimentation, donc on n'aura pas ce problème-là, mais pour certains des acides aminés aromatiques. Alors je vous mets quand même la liste des acides aminés qui sont dits essentiels et non essentiels, avec une petite phrase qui vous permet de retrouver les acides aminés indispensables. Les acides aminés indispensables, c'est la leucine, la thréonine, la lysine, le tryptophane, l'histidine, la phénylalanine, la vanine, la méthionine, l'arginine que j'ai mis en italique. Pourquoi? Parce que l'arginine n'est pas un acide aminé indispensable. L'organisme peut le fabriquer, mais dans des situations où vous avez chez les enfants qui sont en période de croissance, eh bien l'arginine n'est pas suffisamment synthétisée pour la bonne poussée des enfants, et donc c'est un acide aminé indispensable. Et puis le dernier qui est l'isoleucine. Alors la phrase c'est le trait lyrique Tristan fait vachement marée isolte. Et là, vous retrouvez le trait lyrique. Tristan, c'est le tryptophane. Attendez, je ne vois rien. Tristan, j'en suis à tryptophane. Il y a le histidine dans Tristan. Phénylalanine. Vachement valine. Marée, la méthionine. L'arginine dans marée. Et l'isoleucine, c'est isolte. OK, donc c'est une façon mémotechnique de les retrouver. Alors évidemment, je ne vous demande pas de les connaître par cœur non plus. Les seuls que je vais vous demander de retenir, c'est les trois acides aminés
pas aromatiques. Oui, les acides aminés aromatiques, et un seul est indispensable, c'est la phénylalanine, alors que la tyrosine qui va dériver, alors attendez, la phénylalanine ici et la tyrosine qui dérivera de la phénylalanine, là est indispensable, je demande de le savoir, la tyrosine également, et les 3 acides aminés ramifiés que sont la leucine, la valine et l'isoleucine que l'on verra demain. Ce sont au moins ceux-là que je vous demande de retenir. Alors, la synthèse de ces acides aminés, comment ça se fait, cette synthèse des acides aminés qui sont non indispensables? Je vous ai dit qu'en règle générale, le squelette carboné, il était apporté souvent par des intermédiaires de la dégradation du glucose, hein, et puis pour certains autres, ces carbones étaient apportés par d'autres acides aminés. Alors ici, on va voir 3 acides aminés qui rentrent dans le même groupe, qui sont le glutamate, l'aspartate et l'alanine, parce que ces 3 acides aminés vont être synthétisés par des réactions de transamination, qu'on va voir un peu plus en détail tout à l'heure. Et la transamination, ça consiste à quoi? Ça consiste à transférer l'azote d'un acide aminé sur un acide alpha-cétonique ici, qui est l'acide alpha-cétoglutarate. Je suppose que vous avez déjà vu le cycle de Krebs et vous savez que cet acide alpha-cétoglutarique, c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Ça vous permet de fabriquer, de synthétiser le glutamate. L'alanine va être aussi synthétisée par une réaction de transamination. C'est le glutamate qui va donner l'azote, a également un intermédiaire de la voie de la glycolyse, de la dégradation du glucose, qui est le pyruvate, pour former cette molécule d'alanine. L'aspartate, quant à lui, il est également formé par une réaction de transamination. Cette fois-ci, c'est un intermédiaire du Krebs qui va être le fournisseur d'atomes de carbone, hein, c'est l'oxaloacétate, et l'azote va être fourni par la molécule de glutamate par réaction de transamination pour former cette molécule aspartate. Pour le glutamate, il y a une autre molécule, une autre enzyme qui va intervenir à partir de l'amide qui dérive de l'acide glutamique, qui est la glutamine, pour former le glutamate grâce à une enzyme qui est une glutaminase. On va voir un peu plus longuement ces différentes enzymes un peu plus loin dans le cours. Glutamine et asparagine, ce sont les amides qui dérivent des 2 acides aminés acides que sont l'aspartate et le glutamate. Vous vous souvenez d'eux? Eh bien, c'est la glutamine synthétase qui permet de fabriquer à partir du glutamate et de l'ammoniac la glutamine, et c'est une transglutaminase qui permet de transférer l'azote de la glutamine sur l'aspartate pour former l'asparagine. Alors, sérine-glycine, rapidement, c'est un intermédiaire du cycle de la glycolyse qui donne les atomes de carbone pour former cette molécule de sérine. Et c'est une interconversion entre 2 acides aminés qui permet de fabriquer la glycine. C'est l'interconversion qu'on appelle sérine-glycine. Je passe vite là-dessus. Si vous voulez un jour les retrouver, vous les retrouverez. Ce n'est pas d'une importance capitale. Mais juste vous montrer qu'on peut fabriquer ces acides aminés à partir d'autres molécules. Alors la proline également, hein, c'est un peu plus complexe pour fabriquer la proline, mais la proline, on peut la fabriquer à partir de 2 acides aminés qui sont l'arginine et la glutamine. La glutamine peut être désaminée en glutamate, hein, on perd un NH2, on forme l'acide glutamique qui passe par une molécule intermédiaire qui est une cyclisation de cette molécule de glutamate qu'on appelle le P5C, et l'arginine peut être transformée, vous allez le voir, dans le cycle de l'urée en ornithine, et cette ornithine va également se cycliser en P5C pour former cette molécule de proline. On va vite là-dessus. La cystéine, la cystéine, là, cette fois-ci, vous voyez, ici, on dérivait de 2 acides aminés. Ce sont les atomes de carbone de ces 2 acides aminés qui permettent de fabriquer la proline. Eh bien, pour la cystéine, c'est la même chose. La cystéine, elle est fabriquée à partir d'un autre acide aminé. Cystéine et méthionine, ce sont les 2 acides aminés soufrés de l'organisme. Eh bien, cette cystéine, elle est fabriquée à partir de la méthionine. Hein, et donc, la méthionine va être transformée via une voie métabolique qu'on va appeler la transsulfuration en cystéine. On va passer par un intermédiaire métabolique qui s'appelle l'homocystéine, qui est un acide aminé, cette fois-ci non protéique.
Alors la tyrosine, là, on va le voir plus longuement dès demain. La tyrosine, c'est une hydroxylation de la phénylalanine, grâce à une enzyme qui est la phénylalanine hydroxylase. On va en parler plus longuement parce qu'on va parler du déficit de cette enzyme qui conduit à une maladie qu'on appelle la phénylcétonurie. Et puis, eh bien, l'arginine, elle peut être synthétisée, et je ne rentre pas non plus dans les détails. C'est une réaction qui est un peu longue, ça se fait en deux étapes, à deux endroits différents. D'abord, une première partie se fait dans le foie, et la dernière partie se fait dans le rein, et ça se fait à partir de l'arginine. Alors, la première réaction, ce que je vous ai dit, donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la partie de la dégradation irréversible de ces acides aminés et le devenir de l'atome d'azote. Qu'est-ce qui devient et où il va, parce que vous allez voir que l'azote, quand il sort de la molécule d'acide aminé, il sort sous forme d'ammoniac et c'est extrêmement toxique. Et donc, il va falloir se débarrasser de cette molécule d'ammoniac, et on a une voie métabolique qui permet de le faire, qui permet de récupérer les atomes d'azote et d'éliminer ces atomes d'azote sous forme d'une molécule qu'on appelle l'urée. Et donc, ça va se faire via une voie métabolique qu'on va appeler le cycle de l'urée, principalement. Vous allez voir que je marque aussi une autre voie métabolique qui permet de se débarrasser de molécules d'ammoniac, mais c'est une voie qui est plutôt mineure, qui se fait exclusivement dans le rein, qui est l'ammoniogénèse. On va en dire deux mots également tout à l'heure. Donc, je veux dégrader, je veux éliminer ces acides aminés, je veux les faire rentrer dans une voie catabolique. Qu'est-ce que je fais? Première étape, c'est que je vais me débarrasser, je vais séparer du squelette carboné la fonction aminée. Et ça va se faire grâce à des réactions qu'on va appeler des réactions de transamination et désamination oxydative. Dans ce cas de figure, le squelette carboné va lui rentrer dans une voie qui va nous permettre de produire de l'énergie. C'est une voie oxydative. Principalement, vous allez voir, ce sera le cycle de l'urée, soit par voie directe, soit directement dans le cycle de l'urée, soit par une voie indirecte via la néoglucogénèse ou la lipogénèse. Vous allez voir que certains squelettes carbonés vont donner de l'acétyl-CoA qui va rentrer plutôt dans la voie de la cétogénèse, et puis la fonction amine qui va donner de l'ammoniac, et donc nécessité pour cette molécule d'ammoniac d'être éliminée sous forme non toxique, c'est par la voie métabolique qu'on appelle l'uréogénèse, et par l'autre voie métabolique, la voie métabolique principale, l'uréogénèse, qui a lieu dans le foie, et par une voie métabolique moins importante sur le plan quantitatif, qui est l'ammoniogénèse et qui est exclusivement rénale. Alors voilà, résumé ce que je viens de vous dire. Vous retrouvez ici votre acide aminé. Première étape, il faut se débarrasser de la fonction azote. Ça se fait par cette réaction que j'ai appelée transamination, désamination oxydative. On va voir à quoi ça correspond exactement. Ça libère de l'ammoniac. Je vous ai dit extrêmement toxique. L'ammoniac, il va falloir s'en débarrasser. Cet ammoniac va rentrer principalement dans la voie qu'on va appeler la voie du cycle de l'urée pour former la molécule d'urée. Et puis, une petite partie va rentrer dans la voie de l'ammoniogénèse, voie, je vous ai dit, voie métabolique qui se fait exclusivement dans le rein, c'est l'ammoniogénèse. Et cycle de l'urée et ammoniogénèse, vous allez voir, vont être pH dépendants. Le cycle de l'urée va réagir à des situations d'alcalose, alors que l'ammoniogénèse va réagir en situation d'acidose, et on verra pourquoi. Alors, l'azote, on s'en est débarrassé. Maintenant, le squelette carboné. Le squelette carboné, eh bien, vous voyez, quand je perds ma molécule ma fonction aminée ici, j'obtiens un acide qu'on appelle l'acide alpha-cétonique. Et cet acide alpha-cétonique, il va rentrer dans la voie oxydative. Vous allez voir que certains vont rentrer directement au niveau du cycle de Krebs pour former quoi dans cette voie oxydative? Finalement, de l'énergie, et les atomes de carbone vont être éliminés sous forme de CO2 et l'oxygène sous forme d'H2O. Okay ? Ici, vous allez voir que, puisqu'on rentre dans la voie oxydative, qui est en règle générale le cycle de Krebs, il y a des liens, des relations entre le cycle de Krebs et la néoglucogénèse, puisque la première étape, je ne sais pas si vous avez déjà vu, de la voie de la néoglucogénèse, c'est l'acide oxaloacétique qui est un intermédiaire du cycle de Krebs, la néoglucogénèse, pour reformer du glucose, des sucres, et puis certains intermédiaires vont, eux, être capables de remonter, en particulier l'acétyl-CoA, la voie de la lipogénèse pour reformer des lipides. Glucides et lipides
proviennent de l'alimentation également. Et glucides et lipides, leur rôle, c'est finalement de fabriquer de l'ATP, de l'énergie. Et les glucides, eh bien, ils peuvent rentrer dans la voie de la glycolyse. Et vous allez voir que la voie de la glycolyse intervient également au niveau de ce cycle de l'urée. Ça, c'est un résumé, on va le revoir en détail un tout petit peu plus loin. Et puis les lipides, eh bien, les lipides vont pouvoir effectivement aussi entrer dans la voie catabolique qui est la voie de la lipolyse. Et cette voie-là, vous allez voir, on va obtenir des intermédiaires qui vont avoir une relation avec ce cycle de l'urée. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail dans ce que je vous ai montré ici. Tout d'abord, ce que l'on va faire, c'est se débarrasser, si je puis dire, des atomes du squelette carboné des molécules d'acides aminés. On s'est débarrassé, on va voir comment tout de suite après, de la fonction azotée. Et quand on s'est débarrassé de la fonction azotée, eh bien, il reste le squelette carboné, les acides alpha-cétoniques correspondants, on va voir comment. Et ces ces squelettes carbonés, ces atomes de carbone, vont pouvoir être classifiés, si je peux dire, en 3 groupes, selon que les atomes de carbone vont arriver sous forme de pyruvate, au niveau, en amont, je dirais, du cycle de Krebs. Et donc, ces acides aminés que je vous ai montrés ici, que sont l'alanine, la thréonine, la glycine, la sérine, la cystine, vont être catabolisés finalement sous forme de pyruvate. Le pyruvate, il est capable d'être carboxylé en acide oxaloacétique, vous allez voir comment, pour remonter la voie de la néoglucogénèse. Et on va donc dire que tous ces acides aminés-là, qui forment finalement du pyruvate, enfin à la fin de leur réaction d'oxydation, eh bien, ils sont glucoformateurs. Ils sont capables de reformer du glucose. Le deuxième groupe, bien pour le deuxième groupe, ils vont fournir des molécules, ils vont être dégradés en molécules qui seront des intermédiaires du cycle de Krebs. Et si ce sont des intermédiaires du cycle de Krebs, tout ce qui est intermédiaire du cycle de Krebs sera capable également de former à un moment donné de l'acide oxaloacétique et de remonter la voie de la néoglucogénèse. On va dire également qu'ils sont glucoformateurs. Ces acides aminés, vous les avez ici. Et puis vous avez le groupe 3. Et dans le groupe 3, toutes ces molécules vont être dégradées, vont être catabolisées en acétoacétyl-CoA. Et l'acétoacétyl-CoA, lui, il est incapable de remonter la voie de la néoglucogénèse et on va dire qu'ils sont cétoformateurs. Les 3 qui sont exclusivement cétoformateurs, c'est la leucine, la thréonine et la tryptophane. Et vous voyez que phénylalanine, tyrosine, isoleucine sont présents à la fois dans le groupe 2 et dans le groupe 3, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois cétoformateurs et glucoformateurs, puisqu'ils conduisent, quand ils sont découpés en des composés qui sont des intermédiaires du cycle de Krebs, et ils fournissent également de l'acétoacétyl-CoA, qui n'est pas capable de remonter la voie de la néoglucogénèse et qui sont exclusivement, cette fois-ci, cétoformateurs. Voilà représenté ce que je vous ai regroupé dans la dia précédente, regroupé sur cette voie, sur ce schéma ici, c'est exactement la même chose, c'est la même chose que je vous raconte. Vous voyez les groupes ici, le groupe 2 en rouge, le groupe 3 qui sont à la fois glucoformateurs et cétoformateurs en bleu, et le groupe 1 qui fournissait un composé qui était du pyruvate, qui était des composés qui permettaient, vous voyez, de reformer de l'oxaloacétate et remonter vers le glucose. Tous les acides aminés en rouge du groupe 2 forment des intermédiaires du Krebs qui sont capables de former l'oxaloacétate, capable, lui, de remonter la voie de la néoglucogénèse, alors que le groupe 3 que vous voyez ici, il forme de l'acétoacétyl-CoA, et l'acétoacétyl-CoA, il ne peut aller que vers la synthèse des corps cétoniques. Et donc, on dit que ces molécules, ces acides aminés, sont exclusivement cétoformateurs. Alors maintenant, comment est-ce que je me suis débarrassée de cette fonction azotée, hein? Je m'en étais débarrassée avant en voyant ce qu'était le devenir des atomes de carbone. Maintenant, on va revenir à cette molécule d'azote. Et cette molécule d'azote qui est située sur cet acide aminé, eh bien, elle va, par une réaction de transamination, transférer son groupement aminé
sur l'alpha-cétoglutarate. L'alpha-cétoglutarate, c'est l'intermédiaire du cycle de Krebs. Vous êtes d'accord? Un des intermédiaires du cycle de Krebs. Par des réactions qu'on appelle qui font intervenir des enzymes qu'on appelle les transaminases. Donc l'acide aminé qui perd cette fonction azotée, il devient l'acide alpha-cétonique correspondant, comme était l'acide alpha-cétoglutarique. L'acide alpha-cétonique correspondant c'est les atomes de carbone qui vont rentrer dans la voie oxydative qu'on vient de décrire juste précédemment. Par contre, tous les acides aminés, tous donnent leur fonction azotée en première intention à l'alpha-cétoglutarate qui devient du glutamate. C'est-à-dire que le glutamate a un rôle essentiel puisque c'est lui qui récupère la totalité des fonctions azotées de tous les acides aminés au cours de cette dégradation irréversible. Et donc, chaque molécule chaque fonction aminée est transférée sur l'alpha-cétoglutarate qui devient du glutamate. Et le glutamate, lui, qu'est-ce qu'il va subir? Eh bien, il va subir une désamination pour redonner l'acide alpha-cétoglutarique et puis libérer la fonction ammoniaque qui est cette fonction toxique dont il va falloir se débarrasser. Alors, je détaille ces réactions les unes après les autres. La première réaction, cette fameuse réaction de transamination. Vous voyez ici l'acide alpha-aminé. Vous reconnaissez ici l'acide alpha-cétoglutarique. La fonction NH2 va venir se fixer sur cet acide alpha-cétonique. Ici sera le carbone alpha. Vous formez ici l'acide glutamique et vous récupérez, en même temps, parallèlement, vous récupérez l'acide aminé désaminé qui n'est rien d'autre que l'acide alpha-cétonique correspondant à cet acide aminé. Alors si je prends ici l'alanine et je remplace R par un groupement méthyle, vous reconnaissez l'acide alpha-cétonique correspondant, c'est un CH3COCOH, ce n'est rien d'autre que le pyruvate. Alors, toutes les réactions de transamination, finalement, se font exactement de la même manière. On transfère la fonction azote, c'est ce que j'ai mis ici. Elles utilisent toutes le même accepteur d'azote qui est l'acide alpha-cétoglutarique, ce qui veut dire qu'elles donnent toutes de l'acide glutamique. Et l'acide glutamique, finalement, c'est le carrefour du métabolisme azoté. C'est une molécule et un acide aminé très important pour cela. Et elle permet donc au squelette carboné d'entrer dans une voie oxydative spécifique. Point commun essentiel, c'est qu'elles fonctionnent toutes avec le même cofacteur. Ce cofacteur, c'est la vitamine B6. On verra jeudi cette vitamine B6 sous une forme active qui est le phosphate de pyridoxal et on verra comment se forme ce phosphate de pyridoxal à partir de cette vitamine B6. Donc, la transamination de la fonction alpha-aminé principale, il y a deux transaminases qui sont importantes, dont vous allez tout le temps entendre parler, parce que vous allez en parler lorsque vous allez demander les enzymes hépatiques. Vous allez demander la première, qui est l'alanine aminotransférase, qui augmente systématiquement en cas de cytolyse hépatique. Et donc, quand vous voudrez vérifier le bon fonctionnement du foie d'un de vos patients, eh bien, vous allez demander ces enzymes et vous allez demander le dosage de l'alanine aminotransférase, vous allez demander les dosages des transaminases. Et ça s'appellera et vous mettrez sur votre ordonnance dosage transaminase. Transaminase hépatique. Alors, la transaminase hépatique, son nom aujourd'hui, c'est ALAT. Pourquoi? Parce que c'est celle qui permet de transférer le groupement NH2 de l'alanine sur un acide aminé sur l'acide aminé sur l'acide alpha-cétonique qui est l'alpha-cétoglutarate qui devient du glutamate évidemment, mais l'alanine elle devient, c'est ce que je vous ai montré juste avant, devient le pyruvate, d'où son nom alanine transaminase qui est sa nomenclature d'aujourd'hui, ALAT, mais qui autrefois s'appelait glutamate parce que c'était l'accepteur de la fonction azotée, pyruvate parce que c'était le devenir de l'alanine quand il avait perdu sa fonction amine, et transaminase. Et c'est ce que vous trouviez, ce qu'on trouve encore dans les vieux ouvrages, on trouve encore la nomenclature de l'époque qui était GPT,
glutamate, pyruvate transaminase, et donc présente dans le foie. Et il y a une autre transaminase importante que vous devez retenir, et ça fait partie de vos connaissances, je dirais, de tous les jours, hein. Ça fera partie de vos connaissances de tous les jours. C'est l'aspartate aminotransférase. Donc, exactement de la même manière, sa nomenclature a changé. Aujourd'hui, on l'appelle aspartate aminotransférase, donc aspartate transférase, ASAT, mais autrefois, sa nomenclature, c'était G pour glutamine, oxaloacétate, c'est le devenir de l'aspartate quand il perd sa fonction azotée, c'est l'acide oxaloacétique, c'est l'acide alpha-cétonique correspondant, et qui est présente dans le muscle cardiaque et squelettique et qui va augmenter en cas d'infarct. Alors, il existe aussi d'autres transaminations. On peut transaminer d'autres fonctions amines, hein, parce que là, j'ai parlé que de la fonction alpha-aminée, mais on peut avoir des fonctions aminées sur d'autres carbones d'une molécule. Et donc, vous voyez qu'il existe des transaminases, par exemple pour l'ornithine, qui a une fonction NH2 en delta, ou pour le GABA, qui a une fonction qui est un neurotransmetteur, qui a une fonction aminée en gamma, sur le carbone gamma. OK? Alors, on a transféré, on a obtenu le glutamate, et ce glutamate, eh bien, il va falloir qu'il se débarrasse de cet azote qu'il a récupéré de tous les acides aminés. Et il s'en débarrasse comment? En faisant agir une enzyme qui est la glutamate déshydrogénase. Hein, je vous ai montré qu'on partait de l'acide aminé et que finalement on libérait la fonction ammoniacale. Et donc j'ai séparé ces réactions. Et voilà la dernière réaction, c'est l'acide glutamique qui va redonner de l'acide alpha-cétoglutarique intermédiaire du Krebs en libérant l'ammoniac qui va être, vous allez voir, utilisé pour rentrer dans cette voie métabolique que l'on appelle le cycle de l'urée. Alors, quelque chose d'important ici, c'est deux enzymes qui vont intervenir. Et une enzyme importante, c'est la glutamate synthétase, parce que le glutamate, finalement, comme je vous ai dit, il était vraiment une molécule clé dans ce métabolisme de l'azote. Eh bien, ce glutamate, il est capable de fixer une molécule d'ammoniac supplémentaire pour former l'amide correspondant qui est la glutamine. Et ça a son importance parce que l'ammoniac, si je le libérais à l'endroit où j'ai dégradé mes acides aminés, où j'ai produit ces réactions de transamination, où j'ai produit ce glutamate et fait agir la glutamate déshydrogénase pour libérer l'ammoniac, cet ammoniac, il est toxique. Et donc, on ne va pas le balader comme ça dans le sang. Une partie va se promener, va emprunter la circulation sanguine, mais le moins possible. Et lorsqu'il y aura un excès d'ammoniac, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le glutamate va fixer l'ammoniac, à nouveau, qui se libère, et pour former la molécule de glutamine. Et la glutamine, elle va emprunter la circulation sanguine pour arriver au niveau du foie. Et au niveau du foie, la réaction inverse va se produire, et vous allez avoir libération d'ammoniac qui va être pris en charge par le cycle de l'urée qui se trouve au niveau de cet organe. Et donc, vous reformez du glutamate à ce moment-là. Donc, la glutamine synthétase, elle est principalement présente là où la dégradation des acides aminés se fait, où vous avez un catabolisme protéique, c'est-à-dire le muscle un peu dans le foie et un peu dans le cerveau. Et la glutamine, finalement, va permettre de véhiculer l'azote sous une forme non toxique de son lieu de production vers son lieu d'utilisation qui est le foie. OK? Et la glutaminase, elle est présente évidemment là où on va récupérer le groupement ammoniacal, c'est-à-dire surtout dans le foie, un peu dans l'intestin et un peu dans le rein, parce que dans l'intestin, il y a une partie du cycle de l'urée qui peut se faire, et dans le rein, il y a une autre partie, une autre réaction qui a lieu, qui est l'ammoniogénèse. Donc la glutamine, ça va être une façon de transporter l'ammoniac d'une manière non toxique. Okay? Et donc, c'est important parce que la glutamine, pour nous, lorsqu'on va faire du diagnostic, ça va être un marqueur d'une hyperammoniémie. S'il y a beaucoup d'ammoniac qui est produit,
qui se balade dans votre organisme, eh bien, le taux de la glutamine, la concentration de glutamine va flamber, va augmenter de façon considérable, et je vous en montrerai des exemples. Et donc, finalement, la glutamine, alors j'ai mis que c'était la deuxième source d'azote, d'ammoniac pour le cycle de l'urée, parce qu'on la récupère au niveau des tissus et on la libère ici, alors que la première source d'ammoniac, c'était l'ammoniac libre, bien évidemment. Alors, il y a une autre façon de balader cet ammoniac sous forme non toxique, et c'est ce qu'on va appeler le cycle glucose-alanine. Dans le muscle que vous reconnaissez ici sur ce schéma-là, ici vous avez le muscle, ici vous avez le foie. Dans le muscle, si vous avez catabolisme protéique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous libérez les acides aminés qui vont donner leur groupement aminé toujours de la même manière à la molécule d'alpha-cétoglutarate à l'intermédiaire du cycle de Krebs pour former le glutamate, que vous reconnaissez ici, le glutamate. Donc tout l'azote, les azotes de tous les acides aminés sont passés sur le glutamate. Le glutamate dans le muscle va subir une réaction de transamination, et transamination grâce à cette enzyme qui est l'alanine transférase. L'alanine transférase qui permet finalement de donner le groupement aminé du glutamate au pyruvate qui devient de l'alanine, et le glutamate redonne de l'alpha-cétoglutarate. L'alanine emprunte la circulation sanguine, arrive au foie. Au niveau du foie, qu'est-ce qui se passe? Réaction inverse, la transaminase va fonctionner dans l'autre sens, l'alanine va redonner son groupement azoté à l'alpha-cétoglutarate qui devient du glutamate. L'alanine se transforme en son acide alpha-acétonique correspondant qui est le pyruvate. Le glutamate va être désaminé au niveau du foie pour libérer l'ammoniac qui va entrer dans le cycle de l'urée. On a ainsi transféré l'ammoniac qui était produit ici au niveau du foie, au niveau du cycle de l'urée. Le pyruvate, qu'est-ce qu'il fait? On est dans le foie. Dans le foie, il y a une réaction métabolique qui fonctionne, c'est la néoglucogénèse, pour refabriquer du glucose. Ce glucose, il est fabriqué au niveau du foie, il emprunte la circulation sanguine, il revient dans le muscle, et dans le muscle, réaction inverse, c'est la glycolyse qui a lieu, et vous relibérez du pyruvate qui est réutilisé pour permettre de transférer les groupements aminés de ces acides aminés via l'alanine au niveau du foie. Est-ce que c'est compris ça? Donc c'est une autre façon de transporter notre ammoniac du tissu squelettique, en règle générale, du muscle squelettique vers le foie. Alors maintenant, on a ce que j'ai transporté, j'ai récupéré mon ammoniac, je l'ai transporté au niveau du foie, ou bien je peux aussi le transporter au niveau du rein, mais ce sera via une autre molécule qui est la glutamine. Eh bien, les voies de détoxification vont pouvoir avoir lieu, c'est-à-dire deux façons de faire, soit l'utilisation de l'uréogénèse qui est exclusivement hépatique dans sa totalité. Il y a des morceaux de ces réactions enzymatiques qui ont lieu dans l'intestin, mais ce qui nous intéresse, nous, et on va se limiter à ça, si un jour vous vous intéressez aux maladies métaboliques, vous rentrerez un peu plus dans le détail dans ces choses, à propos de ces voies métaboliques, mais pour le moment, ce n'est pas votre sujet. Hein, c'est juste comprendre globalement comment ça se passe. Et puis, une autre façon de se débarrasser de l'ammoniac, c'est au niveau du rein, via cette voie métabolique qu'on appelle l'ammoniogénèse. Alors, ces deux voies sont impliquées, comme je vous l'ai dit, dans l'équilibre acido-basique, parce que l'uréogénèse, elle consomme du bicarbonate. Donc, si elle consomme du bicarbonate, ce que je vous ai dit, c'est qu'elle lutte contre l'alcalose, alors que l'ammoniogénèse, elle, rénale, va participer à l'excrétion d'acide. Et en participant à l'excrétion d'acide, eh bien, elle va lutter contre les situations d'acidose, au contraire. Alors, je vous montre ici, pour que vous compreniez bien ce que c'est que cette molécule d'urée. Cette molécule d'urée, eh bien, elle est composée de deux groupements aminés. Vous voyez, hein, c'est un CO avec deux groupements aminés. Un des groupements aminés, eh bien, il est apporté par cette molécule d'ammoniac dont on vient de parler. Et l'autre groupement aminé, lui, il va être apporté, vous allez voir, par l'amine, le groupement aminé d'un acide aminé diacide que vous connaissez, qui est l'acide aspartique. Donc, l'introduction des groupements aminés pour former cette molécule d'urée dans ce cycle va se faire en deux temps.
premier temps, on va faire rentrer une molécule d'ammoniac libre tout à fait au début du cycle, et dans un deuxième temps, à mi-chemin de ce cycle, on va faire rentrer le deuxième groupement aminé via un acide aminé qui est l'acide aspartique. Donc l'urée, c'est la principale voie, comme je vous l'ai écrit, de détoxification et d'extraction de l'azote, détoxification de l'ammoniac. Alors c'est une molécule qui n'est pas toxique, contrairement à l'urée. Vous allez voir pourquoi, contrairement à l'ammoniac, vous allez voir pourquoi l'ammoniac est toxique, et en particulier pour le système nerveux. Et le foie est le seul organe qui est capable de transformer l'azote en urée. C'est le seul capable de faire cela. Et les deux azotes, comme je vous l'ai dit, sont incorporés selon un mécanisme très précis. Dans un premier temps, l'azote ammoniacal et dans un deuxième temps, la fonction aminée de l'aspartate. Alors voilà ici le foie. Ici le foie, et vous voyez que le foie, il est divisé en deux morceaux, si je puis dire. Alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout un organe homogène. Il est constitué de plusieurs types d'hépatocytes. Tout d'abord, ce qu'on appelle les hépatocytes périportaux, et puis les hépatocytes périveineux. C'est au niveau des hépatocytes périportaux, via le sang portal, que va arriver et la glutamine et l'ammoniac, pour finalement permettre, et c'est à ce niveau-là que va se faire, l'ensemble du cycle de cette voie métabolique de détoxification de l'ammoniac, qui est le cycle de l'urée. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau des hépatocytes périportales, peuvent rentrer soit la glutamine, soit l'ammoniac. L'ammoniac, l'hépatocyte périportal a une grande capacité à récupérer cet ammoniac, mais une faible affinité pour l'ammoniac libre. Par contre, l'ammoniac libre, les hépatocytes périveineux ont une faible capacité à le récupérer, mais une forte affinité pour l'ammoniac libre. Et dans les hépatocytes périveineux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ammoniac rentre et il va être transformé grâce à une enzyme qui est la glutamine synthétase en glutamine. Et cette glutamine, elle va être excrétée jusqu'au rein pour servir à la voie de détoxification qu'on appelle l'ammoniogénèse. Donc au niveau des hépatocytes périveineux, on fait rentrer l'ammoniac libre, on forme la glutamine, et la glutamine va être récupérée par le rein pour permettre la réaction de l'ammoniogénèse. OK ? Dans l'hépatocyte périportal, c'est soit de la glutamine, soit de l'ammoniac. Principalement de la glutamine, puisque je vous l'ai dit, il avait une relativement faible affinité pour la molécule d'ammoniac libre. Sauf quand il y en a beaucoup, il va bien falloir qu'il en prenne un peu en charge. Donc la glutamine qui subit l'action de la glutaminase pour libérer de l'ammoniac. Ou bien c'est l'ammoniac qui arrive directement, ou c'est la glutaminase qui libère l'ammoniac de la molécule de glutamine. Et cet ammoniac va rentrer dans la première étape de ce cycle de l'urée qu'on va voir en détail tout à l'heure, qui est la condensation finalement de la molécule d'ammoniac, de bicarbonate, et il faut de l'énergie, et ça sous la dépendance d'une enzyme qu'on appelle la carbamylphosphate synthétase 1, qui va produire du carbamylphosphate. Ici, on est dans la mitochondrie. Qui plus est, ce cycle, il est bicompartimenté. Une partie, 3 enzymes, alors ici vous n'en voyez que 2, qui est la CPS1, qui n'est pas marquée ici, qui est l'ornithine transcarbamylase, qui va nous permettre de fabriquer la citrulline. Et la dernière partie du cycle de l'urée, avec 3 étapes, se fait dans le cytoplasme. Alors, si je rentre un peu plus dans le détail de ce cycle de l'urée, je ne sais plus si c'est ça que je montre tout de suite. Non, je découpe ce cycle en montrant l'entrée de deuxième molécule d'azote. Ici, la première molécule d'ammoniac, elle est rentrée tout de suite à ce niveau-là. Eh bien, la deuxième molécule d'ammoniac, elle va rentrer au niveau de la citrulline. Et il va y avoir une condensation entre cet acide aminé, qui est un acide aminé intermédiaire du cycle de l'urée, non protéique, une condensation entre citrulline et aspartate pour former l'acide argino-succinique. Et c'est cette réaction que je vous détaille ici. Citrulline plus aspartate forme l'acide argino-succinique, et cette fois-ci, on a fait entrer 2 atomes d'azote pour former la molécule d'urée dans ce cycle de l'urée.
Et donc cette réaction, c'est cette réaction qui demande de l'énergie, hein, qui demande deux liaisons riches en énergie. Vous voyez qu'on revient à une molécule d'AMP plus du pyrophosphate. Alors, juste vous montrer que cet acide aspartique, d'où il provient cet acide aspartique pour apporter cet atome d'azote supplémentaire pour former cette molécule d'urée, eh bien il provient de la réaction de transamination qui passe toujours. Je vous l'ai dit que tous les acides aminés transféraient leur azote sur l'alpha-cétoglutarate qui devenait du glutamate par des réactions de transamination. Hein. Mais ce glutamate, il est capable de retransférer cette fonction azotée qu'il a reçue de tous les acides aminés sur l'acide oxaloacétique grâce à une autre transaminase dont on a déjà parlé, qui est l'aspartate transaminase, pour donner cette molécule d'aspartate qui va donc apporter l'azote des acides aminés, qui va transférer l'azote par cette double réaction de transamination, l'azote des acides aminés sur l'aspartate, aspartate qui va donner cet azote de tous les acides aminés au niveau de la 4e étape du cycle de l'urée et permettre la formation de la molécule d'urée. Et donc, ce que je vous ai mis ici, c'est que les acides dicarboxyliques ont un rôle essentiel, finalement, dans le transfert de l'azote pour la molécule d'urée, puisque c'est soit le glutamate qui intervient, soit l'aspartate pour donner le deuxième atome d'azote à la molécule d'urée. Alors, voilà résumé finalement tout ce que je vous ai raconté sur un même schéma. Vous retrouvez ici, on est dans le foie, on retrouve la bicompartimentation de ce cycle de l'urée, la mitochondrie et le cytoplasme. Donc, à l'entrée du cycle de l'urée, il y avait, je vous l'avais montré, c'est la glutamine qui rentre, ou bien de l'ammoniac libre, mais je vous ai dit, il y en avait peu, c'était surtout sous forme de glutamine, qui subit la réaction de désamination pour former, grâce à une glutaminase, qui libère l'ammoniac libre, qui va se condenser avec la molécule de bicarbonate, en présence d'énergie pour former le carbamylphosphate grâce à une enzyme qu'on appelle la carbamylphosphate synthétase 1. Alors on peut dire que c'est la première étape du cycle de l'urée, mais pas réellement, parce que cette étape-là, elle est obligatoirement activée par une molécule qui est le N-acétylglutamate, qui est synthétisée à partir de glutamate et d'acétyl-CoA, grâce à une enzyme qu'on appelle la N-acétylglutamate synthétase. Et on considère que la vraie première étape du cycle de l'urée, eh bien, c'est la formation de ce N-acétylglutamate qui est l'activateur obligatoire de cette carbamylphosphate synthétase 1. Donc voilà, deux étapes mitochondriales de ce cycle. Puis le carbamylphosphate va se condenser avec une molécule d'ornithine pour former, sous l'action d'une enzyme qui est l'ornithine transcarbamylase, pour former la citruline. La citruline va devoir sortir de la mitochondrie. Pour cela, elle va utiliser un transporteur qui va permettre de faire sortir la citruline et rentrer l'acide aminé qui va être condensé au carbamylphosphate, qui est synthétisé dans le cytosol. Et donc, vous avez à la fois une sortie de citruline et concomitamment, si je puis dire, une entrée d'ornithine. Okay, grâce à un transporteur spécifique. Et donc, vous pouvez imaginer qu'à chaque étape, des 3 étapes déjà que je vous ai montrées ici, qui sont les 3 étapes mitochondriales, vous pouvez avoir des anomalies de ces 3 étapes. Et vous allez voir, je vais vous donner des exemples, et c'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus, mais il faut connaître ce cycle pour comprendre pourquoi on retrouve tel signe cliniques et signes biologiques pour comprendre ce qui se passe. Et vous pouvez également avoir des déficits de ce transporteur qui existe et on trouve des anomalies de ce transporteur. Alors la citruline se retrouve dans le cytosol. La citruline, elle se condense et donc voilà, on voit apparaître le deuxième atome d'azote pour fabriquer cette molécule d'urée que vous avez ici. Il arrive via l'aspartate, condensation, grâce à cette enzyme qui est l'arginosuccinate synthétase, qui forme l'acide arginosuccinique, qui va être coupé, scindé en arginine, acide aminé, je vous ai dit, semi-essentiel, puisque vous voyez qu'il est fabriqué à partir de ce cycle de l'urée, il apparaît comme intermédiaire métabolique, et vous libérez du fumarate. Et le fumarate, eh bien, ça devrait vous dire quelque chose. Le fumarate, c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Et donc, vous avez un lien entre le cycle de Krebs
et le cycle de l'urée via cette étape qui est l'arginosuccinate liase. Donc cette arginine, eh bien, elle va subir quant à elle l'action de l'arginase pour libérer, pour fabriquer cette molécule d'urée qui sort, qui permet de sortir deux groupements aminés et redonner de l'ornithine qui va rentrer à nouveau dans la mitochondrie pour permettre à ce cycle de continuer. Donc vous voyez, j'ai défini ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzymes pour ce cycle de l'urée. 3 sont mitochondriales, 3 sont cytoplasmiques. La première, elle permet d'éliminer du bicarbonate, hein, donc elle va permettre de consommer de ce bicarbonate et donc lutter contre l'alcalose. Elle va utiliser l'énergie. Il y a deux réactions qui utilisent l'énergie. Cette première réaction et cette réaction qui est cette fois-ci cytosolique qui fait intervenir l'arginosuccinate synthétase. Alors, comment est régulée cette voie métabolique, ce cycle métabolique? Eh bien, elle est régulée à 3 niveaux. Au niveau de la première étape, qui est le carbamylphosphate synthétase 1, donc cette enzyme l'activité de cette enzyme va dépendre de la concentration des substrats, évidemment en ammoniac et en bicarbonate. Elle va dépendre aussi de la disponibilité en ATP, ce qui veut dire qu'un déficit énergétique. Lorsque vous avez un déficit en énergie, vous pouvez avoir un déficit secondaire du cycle de l'urée, quand il n'y a plus assez d'ATP. Et puis, évidemment, elle va dépendre également de la concentration intramitochondriale de l'activateur, comme je vous ai dit, être la vraie première étape de ce cycle de l'urée, qui est le N-acétylglutamate. Autre niveau de régulation, eh bien, c'est au niveau de l'ornithine transcarbamylase, et là, elle dépend de la disponibilité en ornithine. Or, l'ornithine, je vous l'ai dit, elle est disponible si elle est capable de rentrer à nouveau dans la mitochondrie via le transporteur spécifique qui permet de faire sortir la citrulline et ornithine. Et donc, si vous avez un déficit de ce transporteur-là, vous aurez un déficit en ornithine et vous aurez effectivement une possible déficit en ornithine transcarbamylase. Et puis, la dernière chose, le dernier niveau de régulation, c'est au niveau de l'arginosuccinate synthétase qui dépend de la disponibilité en aspartate, évidemment, puisque c'est son substrat, et qui dépend également de l'énergie dont elle a besoin sous forme d'ATP. Et donc, ces deux étapes dépendent de la disponibilité en ATP. Alors, juste pour vous montrer d'où provient ce N-acétylglutamate. Donc, je vous ai dit que la régulation, c'était au niveau de la régulation de la carbamylphosphate synthétase. Hein. La carbamylphosphate synthétase, vous voyez qu'elle est activée par ce N-acétylglutamate. Et ce N-acétylglutamate, il est synthétisé à partir de glutamate et d'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, il provient de quoi? Il provient soit de la glycolyse, hein, par action de décarboxylation oxydative du pyruvate via la pyruvate déshydrogénase, ça vous avez déjà vu cette étape-là, soit il peut provenir également en situation de jeûne, ça c'est en situation plutôt nourrie, en situation de jeûne, il provient de la bêta-ox, donc de la dégradation des acides gras, hein, qui forment de l'acétyl-CoA, et vous pouvez aussi, cet acétyl-CoA peut provenir de certains, au moment de catabolisme, de certains acides aminés. Et cet acétyl-CoA, il est nécessaire, il est important pour pouvoir se condenser avec le glutamate pour former ce N-acétylglutamate via une enzyme qui est la N-acétylglutamate synthétase. Et ici aussi, on connaît des déficits de cette enzyme. C'est moins dramatique comme déficit pour la bonne raison, c'est qu'on a une molécule pharmacologique qui est le N-acétylglutamate. On en a dans le commerce et il suffit de donner du N-acétylglutamate aux patients pour qu'ils viennent jouer son rôle d'activateur pour la CPS1 et que tout rentre plutôt bien dans l'ordre. Okay, donc voilà l'importance de cette régulation au niveau de ce carbamylphosphate synthétase. Alors rapidement, au niveau de la régulation en OTC, juste vous montrer que c'est la disponibilité en ornithine qui est importante. Hein, et vous voyez ce transporteur qu'on appelle ornithine 1 et donc qui a son rôle à jouer puisque l'ornithine il est produit dans la mitochondrie, il est produit dans le cytoplasme et il doit rentrer à nouveau dans la mitochondrie pour pouvoir jouer son rôle de substrat. Alors, autre niveau
de régulation, je vous l'ai dit, c'est au niveau de l'arginosuccinate synthétase, la disponibilité évidemment en ATP comme pour la première étape, mais également la disponibilité en aspartate. Et la disponibilité en aspartate, il vient d'où cet aspartate? Je vous ai dit, il naît des réactions de transamination. Le glutamate, et là également il existe un transporteur spécifique qui permet de faire rentrer le glutamate du cytoplasme vers la mitochondrie. L'alpha-cétoglutarate et l'oxaloacétate, ce sont des intermédiaires du Krebs, et ces intermédiaires du Krebs, ils se trouvent où? S'ils sont intermédiaires du Krebs, ils se trouvent dans la mitochondrie, et ici je travaille dans le cytoplasme. Donc il faut un transporteur spécifique, que la transamination ait lieu et qu'il y en ait une disponibilité en oxaloacétate, et l'oxaloacétate, eh bien, sa formation, elle se fait via la carboxylation du pyruvate qui est activé enzyme, dépendant d'une enzyme qui est la pyruvate carboxylase, qui est activée par l'acétyl-CoA encore, et l'oxaloacétate va permettre la transamination et de permettre, à partir du glutamate, de fabriquer de l'aspartate. Ok, l'aspartate sort et est utilisé de la mitochondrie, est utilisé comme substrat de cette étape qui est l'arginosuccinate synthétase. Et donc, vous voyez que ça dépend, cette régulation, ça dépend de la disponibilité en aspartate et en énergie. OK. Alors ici, j'ai remis sur le même schéma tout ce que j'ai raconté. C'est exactement la même chose, mais en un seul schéma. Vous retrouvez ici première étape du cycle 2, enfin première étape. Véritable première étape, elle est là. C'est la synthèse du N-acétylglutamate qui permet la fixation et la formation du carbamylphosphate à partir du bicarbonate et de l'ammoniac en présence d'énergie pour former cette molécule du carbamylphosphate. Cette molécule, donc cette réaction est activée par ce N-acétylglutamate qui dépend de la disponibilité en acétyl-CoA qui provient soit de la lipolyse, soit de la glycolyse, soit via la bêta-ox, soit via la pyruvate déshydrogénase. Le pyruvate peut être carboxylé en acide oxaloacétique qui va être transaminé en aspartate pour permettre la sortie, et un transporteur va permettre la sortie de cet aspartate pour faire fonctionner la première étape cytoplasmique de ce cycle. Le carbamylphosphate se condense avec l'ornithine sous l'action d'une enzyme qui est l'ornithine transcarbamylase pour former la citrulline qui va sortir également via un transporteur spécifique pour permettre aux étapes cytoplasmiques d'avoir lieu. Et ce que je vous ai mentionné ici, c'est que le carbamylphosphate peut également, il existe une autre enzyme qui s'appelle la carbamylphosphate synthétase 2, cette fois-ci, qui se trouve dans le cytoplasme et qui peut permettre la synthèse, ce carbamylphosphate synthétase 2, permet la synthèse à partir de carbamylphosphate de rotate. Alors pourquoi je vous l'ai mis ça? Pas pour vous embêter réellement, c'est juste pour vous montrer que si vous avez un déficit en amont ici, si vous bloquez après le carbamylphosphate, qu'est-ce qui se passe? Le carbamylphosphate, il s'accumule. S'il s'accumule, il ne peut pas être transformé en citrulline, puisque c'est bloqué, soit par ici, soit pour la suite, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va être dérivé via la synthèse de l'orotate. Et donc, chaque fois qu'on aura un déficit en aval du carbamylphosphate, eh bien, on aura production d'orotate. Et très souvent, on a des difficultés pour faire, et je vais vous montrer pourquoi, pour faire le diagnostic entre un déficit de cette enzyme qui est celui-là et celui-là, parce que les signes biologiques, les signes cliniques vont être les mêmes, mais les signes biologiques également. Et la seule façon de faire la différence entre carbamylphosphate synthétase 1 déficit et OTC déficit, eh bien, c'est la présence ou pas d'acide orotique. S'il y a de l'acide orotique, c'est qu'on a un blocage au niveau de l'OTC. S'il n'y a pas d'acide orotique, c'est qu'on a un blocage avant, on n'a pas produit le carbamylphosphate et on a un blocage soit au niveau de la CPS1, soit au niveau du N-acétylglutamate synthétase. Le N-acétylglutamate synthétase, c'est facile de faire la différence parce qu'on a une molécule pharmacologique qui est le N-acétylglutamate. Il suffit d'en donner aux patients. Si tout rentre dans l'ordre, c'est que c'est bien un déficit en CPS. Évidemment, maintenant, on peut faire la biologie moléculaire et retrouver les mutations sur ces différents gènes qui vont bien nous aider pour faire le diagnostic définitif. Et quant au déficit des enzymes qui sont les enzymes
cytoplasmique du cycle de l'urée. Vous allez voir, on va en parler, et ça c'est beaucoup plus facile, parce que dans un cas, l'acide citrulline s'accumule, dans l'autre cas, l'acide arginosuccinique s'accumule, et dans le troisième cas, c'est l'arginine qui s'accumule. Et dans tous les cas de figure, on aura un signe biologique simple pour faire le diagnostic. Alors, le bilan de cette voie métabolique, bien voyez, c'est de l'ammoniac, c'est du bicard, c'est de l'aspartate qui va libérer du fumarate intermédiaire du Krebs, et du l'urée. Le bilan énergétique, c'est 3 ATP, 2 ATP au cours de la synthèse du carbamylphosphate, 1 ATP au cours de la synthèse de l'acide arginosuccinique, mais le coût énergétique, c'est 4 liaisons riches en énergie, puisque l'ATP qui est utilisé au cours de la réaction qui permet la synthèse de l'acide arginosuccinique, eh bien, libère de l'AMP. Et il existe une liaison entre le cycle de l'urée et le cycle de Krebs. Là, il y en a même 2. L'aspartate via l'acide oxaloacétique, j'ai oublié de le dire, et puis le fumarate via la coupure de l'acide arginosuccinique en arginine et fumarate. Alors maintenant, plus intéressant pour vous, on va voir toutes les anomalies de ce cycle de l'urée. Et là, on va parler un peu clinique et bien sûr biologie, puisqu'il faudra faire le diagnostic de ces maladies. Alors, il y a des déficits qui sont des déficits héréditaires primaires. C'est simplement un déficit d'une des 6 enzymes de ce cycle dont on a parlé. On connaît des déficits de ces 6 enzymes. On a trouvé des déficits qui touchaient les 6 enzymes de ce cycle. Et puis, vous pouvez avoir ce qu'on va appeler des déficits héréditaires secondaires. Et ce seront les déficits des 2 transporteurs dont on a parlé, la citrine et l'ornithinin. La citrine qui permettait le transport de l'aspartate et du glutamate, et l'ornithinin qui permettait le transport ornithine-citrulline. Et puis, évidemment, ce que je vous ai dit, s'il y a des déficits énergétiques, le cycle de l'urée n'est plus alimenté en énergie, et donc ça conduit à des déficits secondaires du cycle de l'urée. Et dans tous les cas de figure, eh bien, alors le blocage peut être total ou peut être partiel, il existe des déficits partiels de ce cycle, et dans tous les cas de figure, on va trouver des hyperammoniémies. Et l'hyperammonie, ça va être le signe biologique premier pour un déficit du cycle de l'urée. Alors là, je vais vous raconter des petites histoires à propos de ça pour voir quand même l'importance, et l'importance finalement, je dirais, d'une vision de ce cycle de l'urée. Et puis, que je voulais vous dire d'autre, et pour vous, futurs médecins, l'importance est de ne pas oublier que des anomalies de ce cycle, elles existent, et pensez, vous allez voir que pour certains patients, on n'y a pas toujours pensé, et malheureusement, quand on y a pensé, c'était beaucoup trop tard, alors que ces maladies sont traitables. On peut jouer pour faire diminuer la production d'ammoniac, on peut faire des régimes, vous allez voir, donner certains médicaments. Donc pensez à faire doser systématiquement, demander un dosage d'ammonium sanguin. C'est très important. D'accord? Donc ici, je vous raconte l'histoire qui est, je dirais, le cas le plus classique, une découverte la plus classique d'un déficit d'un cycle de l'urée. C'est le cas de ce petit bonhomme, Arthur. C'est le 4e enfant d'un couple non consanguin. Il y a 3 grandes sœurs qui sont en bonne santé. La grossesse est normale. Cet enfant naît à domicile avec alors évidemment, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, il y a encore, et ça revient en vogue, c'est pas mal de naître à domicile. Ça se fait en tous les cas. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal de faire naître ses enfants à l'hôpital, parce qu'on intervient quand même beaucoup plus vite quand on est dans un hôpital que lorsqu'on est à la maison, même si ces parents-là étaient d'un niveau, je dirais, capable de visualiser, de se rendre compte de la gravité de la situation. D'ailleurs, ils n'ont pas traîné, mais n'empêche que moi, je pense qu'on perd quand même un peu de temps et c'est un peu dommage. Donc ici, cet enfant naît à domicile, il y a une bonne prise de tétée, il y a un bon contact, il y a eu la visite de la sage-femme le matin de la décompensation, et à J2, il n'y avait rien à signaler.
À partir de 17h30, le même jour, et ça va durer jusqu'à 20h30, cet enfant ne va pas arrêter de pleurer. Il va pleurer, 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 puis il va finir par s'endormir, exténué, épuisé. Et donc, à 23h, les parents vont le voir pour aller lui faire prendre sa tétée, son biberon. Et là, il est impossible à réveiller. Il a les bras en flexion, il est tonique et il a la mâchoire serrée. Donc, les parents s'inquiètent très vite. Hein, et à 1h30, enfin très vite, ils vont quand même attendre 2 heures pour réagir vraiment. Et même s'ils surveillent l'enfant, il est toujours impossible à réveiller, malgré le fait que, je vous dis, il le stimule. Il n'y a pas de mouvement anormaux visible, il n'y a pas d'apnée, la respiration est normale, la coloration est normale. Mais ils transfèrent quand même cet enfant aux urgences à 3h du matin. Le nourrisson est cette fois-ci inconscient, il n'y a plus de mouvement spontané. Il est très pâle. La ventilation est toujours spontanée avec une fréquence respiratoire à 30 minutes. Il a une saturation, etc. Tout, vous voyez, la glycémie est toujours à 0,58, un peu basse, mais il n'y a rien d'étonnant. Alors, ils vont le mettre sous une fréquence, ils vont lui mettre de l'oxygène. On va le resucrer. On va lui donner du Valium parce qu'on se pose la question d'éventuelles convulsions. C'est la question qu'ils se sont posées. Et ils mettent sous antibiothérapie. Alors, le coup de l'antibiothérapie, c'est assez classique chez les nouveau-nés. Quand on voit ce type ces présentations cliniques, on prévoit toujours et on met souvent sous antibiothérapie. C'est ce qui est fait ici. Et puis, ça ne va pas s'améliorer. Il va être intubé. Il va être transféré en réa-néonate. Je crois qu'il était à Béclair. Et cet enfant est comateux. Là, il présente un tableau d'encéphalopathie sévère, avec hypotonie axiale. Enfin, il a tout, et on a toujours ses doutes sur les convulsions. Mais là, on va penser assez rapidement, mais vous voyez qu'on a quand même passé. L'histoire date depuis 17h30. Hein. Le problème s'est révélé à partir de 17h30. Et là, on va doser l'ammoniémie, et elle va être à 1000 micromolaires, avec une normale que j'ai oublié de vous marquer ici, qui est toujours inférieure chez un nouveau-né, on peut aller jusqu'à 80 micromolaires, mais qui est en règle générale inférieure à 50 micromolaires. Là, il est transféré à Necker, parce qu'à Necker, c'est le centre clinique des maladies héréditaires du métabolisme, et il va être épuré. Hein, on va faire une épuration par dialyse, par hémodialyse, et puis on va perfuser une molécule qui est une molécule épuratrice, qui est du benzoate de sodium, mais pour aller vite, on épure par dialyse. Et puis, bien évidemment, on va stopper complètement l'alimentation protéique. Et donc, on va faire une perfusion glucidolipidique. Alors, autre exemple, et puis après ça, on fera le diagnostic, je vous présenterai le diagnostic dans un deuxième temps. Autre exemple, plus rien à voir. On a un homme, il a 49 ans, il n'a aucun antécédent, c'est un grand sportif, et il va se mettre à vomir pendant 3 jours. Alors, chez un adulte qui vomit, on va penser quoi? Gastro, en règle générale, on ne va pas au-delà. On va souvent pas au-delà, et il n'y a pas de maux de tête en plus de ça. Et le 3e jour, on voit apparaître des léthargies et des symptômes neurologiques. Il va être hospitalisé dans un service de neurologie. Et puis, mais très rapidement, hein, les signes neurologiques s'accentuent. Il va être transféré en réa. Il est dans le coma et il présente une hypertonie pyramidale. On dose l'ammoniémie. Elle est à 700. Puis elle va augmenter à 1859, 24 heures plus tard. Là, je vous ai mis la normale inférieure à 50. Et cet homme va décéder 4 jours après, finalement, sa première hospitalisation. Et là, on n'a pas récupéré. Et très souvent, des adultes, on les récupère difficilement parce qu'on n'y pense pas non plus chez les adultes. Alors, 3e cas que je vous montre, hein, pour vous montrer que ça se présente à chaque fois différemment. Là, c'est une jeune femme, elle a 35 ans, elle est journaliste, elle a 2 enfants. Elle avait eu, à la suite de ses accouchements, elle avait des antécédents. À chaque fois, ça s'est présenté 2 fois puisqu'elle a eu 2 enfants. À J3 après la naissance, elle avait des épisodes de confusion, d'agitation et de délire mystique qui nécessitaient une hospitalisation, en règle générale, en hôpital psychiatrique et un traitement par neuroleptique. L'évolution a toujours été favorable pour ces 2 premiers enfants et donc on a diagnostiqué psychose postpartum, on n'a pas été au-delà.
Elle se présente pour la naissance de son 3e enfant, même signe qui apparaissent à J3 après la naissance, même problème. Et là, elle est hospitalisée à nouveau en hôpital psychiatrique, elle est traitée par antipsychotiques en intramusculaire, et malgré traitement, là, il n'y a pas d'évolution favorable. Et puis, il y a du coup une réflexion, et donc on va rechercher d'autres diagnostics, et puis quelqu'un va lui poser la question, et on va se rendre compte qu'elle a un dégoût, mais un dégoût de la viande. Elle ne mange jamais de viande, jamais de protéines animales. Alors évidemment, vous n'allez pas regarder tous ceux qui sont véganes aujourd'hui et vous inquiéter en disant ils ont tous un problème comme celui-là. Mais quelque part, c'est quand même des signes d'appel. On pose quand même la question à ces gens-là et on se rend compte qu'il y a quand même un dégoût. Vegan, c'est un dégoût pour d'autres raisons. Mais là, il y a un vrai dégoût. Ils n'aiment pas la viande. Et là, quand on fait ça, eh bien, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « mais on va doser l'ammoniémie ». Et l'ammoniémie est à 224 micromolaires. Et du coup, on s'est rendu compte que chez cette jeune femme-là, eh bien, il y avait un déficit du cycle de l'urée. Et on va voir maintenant, je vais vous raconter quels sont les diagnostics pour ces deux-là. Ah, ben avant de les raconter, je vous raconte les différentes formes de déficit de ce cycle. Alors, la fréquence de ces déficits, c'est pas rare, hein, vous voyez. C'est 1 sur 8000. Et des déficits qui peuvent s'exprimer comme je vous l'ai montré. C'est ça qui m'intéressait à tout âge. Vous pouvez avoir des formes néonatales qui vont apparaître très rapidement, à J2, J3 de vie, après un petit délai comme ça. Et puis, et vous avez des formes tardives et des formes qui sont vraiment des formes adultes. Toutes ces maladies se transmettent sur le mode autosomique récessif, sauf une, qui est le déficit en ornithine transcarbamylase. Le gène de cette enzyme se trouve situé sur le chromosome X, et ce sont les garçons qui sont atteints. À savoir, malgré tout, que les filles, et on en a, je crois, 15% des filles, qui sont 16% des filles, qui sont des hétérozygotes symptomatiques, à cause de l'inactivation de l'X. Et le plus drôle, c'est que le premier déficit en OTC pour lequel on a fait le diagnostic, eh bien, c'était chez une fille hétérozygote symptomatique. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas non plus imaginer que les filles ne seront jamais malades, ne présenteront jamais de déficit en OTC. Donc, en règle générale, les formes à révélation néonatale, c'est ce que vous avez vu chez ce petit bout que je vous ai présenté, c'est un coma hyperammoniémique. Chez les formes à révolution tardive, il y a plusieurs formes, plusieurs symptômes possibles. Soit ça peut être des symptômes neurologiques, psychiatriques, digestifs simplement, ou des symptômes hépatiques. Donc il faut penser à demander ce dosage d'ammoniémie. Alors, il y a 2 grands types de maladies. Les maladies qui sont les maladies mitochondriales, qui touchent une des 3 enzymes qui sont les enzymes dites mitochondriales de ce cycle. Et puis vous allez avoir, celui-là c'est le diagnostic probablement le plus compliqué, je dirais, à faire. Le plus compliqué et pas complètement, mais pour lequel on a un doute entre le déficit en scarbamylphosphate synthétase et le déficit en OTC, ce qui va nous permettre de faire la différence. Je vous l'ai dit, c'est le dosage en orotate. Donc ici, ce sont ces 3 enzymes. Le diagnostic qui se fait pour un déficit du cycle de l'urée en mesurant l'ammoniac sanguin. Dans tous les cas de figure, c'est ça qui parle. Et puis, on fait la chromatographie des acides aminés plasmatiques. Et sur la chromatographie des acides aminés plasmatiques, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver les transporteurs de l'ammoniac qui vont augmenter. La glutamine, elle transporte l'ammoniac. S'il y a beaucoup de glutamate, s'il y a beaucoup d'ammoniac, eh bien la glutamine, elle va flamber. Ça va être un marqueur important de l'hyperammonémie. On va également avoir, alors je vous l'ai mis ici, l'alanine, puisque l'alanine aussi transporte l'ammoniac, il va augmenter. Et puis ce qu'on voit également qui augmente, c'est un autre acide aminé, c'est la lysine. Et je vais vous expliquer pourquoi la lysine augmente. Et nous, on regarde, quand on fait le diagnostic, on regarde toutes ces molécules. Pourquoi la lysine? Parce que la lysine, elle utilise comme molécule pour être dégradée, pour être catabolisée, l'acide alpha-cétoglutarique. Or, l'acide alpha-cétoglutarique, il n'y en a plus, parce qu'il a été transformé en glutamine. Et donc, du coup, la lysine augmente. Et ce qui nous permet de faire le diagnostic de ces 3 anomalies, c'est qu'on a une citruline qui est le produit final de les étapes, des étapes mitochondriales, la glutamine qui s'effondre,
hein, c'est tout de suite après la synthèse, après l'action de l'ornithine transcarbamylase, la citrulline s'effondre. L'ornithine, eh bien, la même chose, elle va diminuer puisqu'il n'y a plus de fonctionnement de la partie cytoplasmique du cycle. Et puis l'arginine, qui est le produit final, je dirais, l'acide aminé final de ce cycle, qui va aussi s'effondrer. Et puis, pour faire le dosage, on va doser l'acide orotique urinaire qui va nous permettre de faire la différence entre un déficit en ornithine transcarbamylase et un déficit des deux autres enzymes de ce cycle, des deux premières étapes du cycle de l'urée. Vous voyez quelque chose ? Pas beaucoup, hein. Alors, c'était le cas de notre petit bonhomme là. Notre petit bonhomme, Arthur, eh bien, notre petit Arthur, regardez sa glutamine. La valeur normale est inférieure à 760. Regardez, il est à 5600 quand on fait sa chromatographie. On a, en alanine, je crois qu'on a 477. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas assez gros, hein. Et puis, par contre, la citrulline, 477 pour une valeur inférieure pour la citrulline, non, pas 400, c'est 900, pardon, pour d'une valeur inférieure à 500. Et la citrulline, elle est à 2 pour une normale inférieure. Elle est chez les enfants à cet âge-là, chez les tout petits, la valeur normale, elle est supérieure toujours à 4. Et 2, je peux vous dire qu'on n'a plus de citrulline. La citrulline est effondrée. Et si la citrulline est effondrée, la glutamine est comme ça augmentée, on sait qu'on a un déficit mitochondrial du cycle de l'urée. Et puis, je vous l'avais dit, la lysine également est à 822 pour une valeur normale inférieure à 264. Et donc, on confirme que cet enfant a un déficit en ETC. Pourquoi ? Parce qu'on a fait aussi parallèlement le dosage en orotate. Le dosage en orotate, il est normalement inférieur à 6. Et là, on était à presque 400. Et donc, l'orotate est un marqueur du déficit en ornithine transcarbamylase. C'est comme ça qu'on a fait le diagnostic pour cet enfant. Alors, vous voyez, la carbamyle, alors, juste vous montrer que le carbamylphosphate, hein, quand il est en excès ici et qu'il ne peut pas passer, que ça bloque ici, il emprunte une voie qui est la voie de synthèse de l'acide orotique et l'acide orotique augmente. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Pour la jeune femme, 35 ans, journaliste avec ses 2 enfants, eh bien, on avait une ammoniémie qui était augmentée. La chromatographie des acides aminés plasmatiques nous a montré une glutamine augmentée, une citrulline effondrée, et cette fois-ci, l'acide orotique était normal. Et on a finalement diagnostiqué soit un déficit en CPS, en carbamylphosphate synthétase, soit un déficit en N-acétylglutamate synthétase, mais on a fait un test au carbamglu, c'est-à-dire qu'on a donné du N-acétylglutamate à la patiente et son résultat, enfin, son état clinique n'a pas changé et donc on a défini que cette patiente était atteinte d'un déficit en carbamylphosphate synthétase et la biologie moléculaire nous a confirmé ce résultat. Alors maintenant, les anomalies cytoplasmique du cycle de l'urée. Il y a 3 enzymes, l'arginosuccinate synthétase, qui conduit, lorsqu'elle est déficitaire, à une maladie qu'on appelle la citrullinémie de type 1. Pourquoi citrullinémie ? Parce que, regardez, on a la glutamine qui augmente, mais on observe, chez les patients qui présentent ce déficit, une augmentation, mais très importante, de citrulline. Et donc, ça, c'est un marqueur. Et donc, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Si on a une citrulline qui est complètement, qui flambe, on est sûr qu'on a affaire à un déficit de cette enzyme, avec bien évidemment tout ce qui est en aval qui s'effondre. Dans le cas du déficit en arginosuccinate lyase, qui conduit à une maladie qu'on appelle l'arginosuccinurie, alors citrullinémie parce qu'on a une accumulation de citrulline, arginosuccinurie parce qu'on va avoir une accumulation d'un produit qui n'est jamais présent, un intermédiaire qui n'est jamais présent en situation normale, qui est l'acide arginosuccinique. Et donc ça signe un déficit en arginosuccinate lyase. Et le dernier, c'est le déficit en arginase. Et dans le cas du déficit en arginase, on a une accumulation très importante d'arginine, qui n'est pas le cas dans les autres cas de figure. Donc pour cela, le diagnostic biologique est relativement simple. Alors en même temps, on a l'ammoniémie et puis on a une glutamine qui est augmentée. Alors la toxicité de l'hyperammonie, la toxicité de l'ammoniac, elle est toxique. Cet ammoniac est toxique pour le cerveau. Il conduit à des retards mentaux et il conduit. Alors cette hyperammonémie va entraîner une production très importante de glutamine, puisque le glutamate va
prendre cette molécule d'ammoniac pour former cette glutamine qui va s'accumuler au niveau du cerveau. Et du coup, vous allez avoir des œdèmes cérébraux. Et quelquefois, finalement, l'œdème cérébral, eh bien, surtout dans le cas des accidents ou des choses comme ça, on ne va pas imaginer que l'œdème cérébral peut être dû simplement à un problème d'hyperglutamine, d'une augmentation de la glutamine. Et donc, pensez à cela, et qu'un œdème cérébral peut être le fait d'une hyperammoniémie. Et donc, cet œdème cérébral va conduire au décès. Alors, les mécanismes possibles de cette toxicité, c'est l'hyperproduction, ce que je viens de vous dire, qui conduit à cet œdème cérébral, c'est l'hyperproduction de glutamine, mais c'est également la déplétion en glutamate. Or, le glutamate, il est important parce que ce glutamate, c'est un précurseur d'une molécule qui est un neurotransmetteur qui est le GABA. Donc, on va avoir une déplétion en GABA chez ces patients-là. Et puis, cet effet osmotique dont je vous ai parlé, qui était le fait de la surproduction de glutamine. On va avoir également un déficit en arginine. Or, l'arginine, eh bien, il intervient dans la synthèse d'un autre neurotransmetteur qui est le NO. Et il intervient aussi dans la synthèse d'une molécule qui est importante, qui est la créatine. Et donc, vous allez avoir un déficit secondaire en neurotransmetteurs et en créatine. Et vous avez, comme je vous l'ai déjà dit, une déplétion en alpha-cétoglutarate, puisqu'elle va produire, il va être utilisé pour former la glutamine. Et si vous avez un déficit en alpha-cétoglutarate, l'alpha-cétoglutarate, c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Et si c'est un intermédiaire du cycle de Krebs, ça va conduire à un déficit énergétique secondaire. D'accord? Alors, les traitements, comment on traite ces patients-là? Eh bien, il faut éliminer l'ammoniac. Et donc, on va utiliser des épurateurs d'ammoniac. Ça peut être des produits pharmacologiques, comme le benzoate de sodium, qui se combine avec la glycine et donc qui permet d'éliminer un atome, une molécule d'azote de cette manière, une fonction amine de cette façon-là. Et puis, une autre molécule qui est le phénylbutyrate de sodium, qui lui a l'avantage d'être une molécule qui est distribuée et donc qu'on trouve dans le commerce, qui est la Monaps, et qui, elle, permet de se débarrasser de deux groupements aminés parce qu'on élimine de la glutamine, on condense cette molécule avec un acide aminé avec la glutamine, et donc on élimine deux azotes de cette façon-là. Et puis, quand on ne peut pas, et quand le taux d'ammoniac est trop élevé, qu'est-ce qu'on fait? On fait une épuration rénale, on fait une dialyse. Alors, il existe aussi des médicaments dans le déficit en première étape de ce cycle, qui est le déficit en N-acétylglutamate synthétase. C'est le fameux acide karmaglutamique, qui est simplement du N-acétylglutamate, donc qui permet de faire fonctionner la carbamylphosphate, permet d'activer la carbamylphosphate synthétase. Et puis, les traitements, alors tous ces traitements médicamenteux et diététique, et pour le déficit en N-acétylglutamate synthétase, le carbaglu, tout ça, ce sont des traitements à vie. La limitation en termes de diététique, on va limiter les apports en protéines, évidemment, on va éviter d'apporter de l'azote, on va supplémenter, on va faire une supplémentation adaptée en arginine qui va devenir réellement un acide aminé indispensable puisqu'il n'est plus produit via le cycle. Et dans les déficits mitochondriaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va, quand on bloque avant la partie cytoplasmique du cycle, on va apporter de la citrulline qui n'est plus formée. Et la citrulline va permettre de faire fonctionner le cycle dans la partie cytoplasmique et du coup d'éliminer au moins dans cette partie terminale une fonction, un groupement azoté. Et puis si échec, eh bien, il nous reste la transplantation hépatique. Et est-ce que j'ai le temps de terminer? Oui, j'ai 1 minute. Juste une synthèse, c'est le mécanisme principal de détoxification de l'ammoniac, le cycle de l'urée. Il accompagne l'oxydation des acides aminés, il assiste la néoglucogénèse, vous avez vu pour quelles raisons. Il est moins efficace en état d'acidose, il fonctionne plutôt en état d'alcalose. Il est exprimé dans le foie, il consomme de l'énergie et il y a des déficits qui sont héréditaires ou non. Et c'est important, il faut penser pour vous, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, je l'ai bien mis en rouge, il faut penser à doser et savoir doser l'ammoniémie et traiter s'il y a, traiter en urgence. Et puis je terminerai, alors demain, parce que c'est moins lourd demain et surtout après-demain, et donc je terminerai demain par l'ammoniogénèse et puis par les transports des acides aminés, avant de voir avec vous un certain nombre d'exemples de métabolisme d'acides aminés.
Et je vous remercie pour aujourd'hui. Je vous dis à demain matin. Au revoir. Oui, dites-moi.